Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, très gros morceau, puisque je vais revenir quasiment à chaud, quarantaine de minutes après ma séance, sur le nouveau long métrage de Christopher Nolan sorti ce mercredi en salle, Oppenheimer, un biopic historique centré donc sur le physicien père de la bombe atomique, Robert Oppenheimer, ici interprété par Cillian Murphy. Et à ses côtés, toute une constellation de stars, certaines même apparaissent le temps d'une scène. Par exemple, nous avons Robert Downey Jr. dans la peau d'un politicien américain qui va offrir un autre point de vue que celui d'Oppenheimer durant le film. Il y a aussi Matt Damon qui interprète un général de l'armée américaine, Emily Blunt dans le rôle de l'épouse d'Oppenheimer, Florence Pugh, on va dire qu'elle joue sa maîtresse, je simplifie, et après apparaissent pêle-mêle Josh Hartnett, Rami Malek, il y a aussi Dave Dehan, Kenneth Branagh dans le rôle de Niels Bohr et Tom Conti dans celui de Albert Einstein, on va dire les deux maîtres physiciens d'Oppenheimer, et même Gary Oldman. Oui, alors essayez de reconnaître son apparition vers la fin du film. Je vais pas citer tout le monde parce que là forcément j'en oublie, mais il y a du monde, et du beau monde. Et donc pendant 3 heures, nous allons avoir la vie d'Oppenheimer qui va défiler sous nos yeux, que ce soit sa jeunesse étudiante, où il va commencer à penser à certaines choses, on voit que c'est un vrai génie, à évidemment la création de la bombe atomique, le projet Manhattan, dans le désert du Nouveau-Mexique, et ensuite il va voir sa création un peu lui échapper, jusqu'à ce procès ou simulacre de justice, on va dire, qu'il va subir des années après, pendant le macartisme, où on va lui reprocher certains liens avec le communisme, notamment donc ce politicien-là, qui joue un jeu étrange, mais on comprend très vite, en fait, où Nolan veut en venir en mettant ce parallèle-là, même si ça devait être aussi dans le bouquin qu'il adapte là. Et bon, évidemment, c'est long, c'est chargé, mais même s'il y a des moments, c'est technique, moi-même, je ne suis pas du tout physicien, donc tout ce qui est fission, fusion, etc., bombe A, bombe H, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, je vous invite en commentaire à en faire, évidemment, si ça peut rentrer sur certaines analyses que je vais faire là. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons un cinéma total, où Nolan pose sa patte, oui, et mélange les styles, film historique, biopic, oui, mais aussi très politique, très humain, psychologique, film de procès, mais voilà, et même le western par moments, thriller, espionnage, tout ça pour nous conter une histoire qui est vraie. Alors, évidemment, il y a des trucs romancés fatalement, mais qui fait réfléchir sur l'humanité, sur ce qui s'est passé à la création de ce monde nouveau, qui aurait pu être meilleur malgré les dégâts que ça a pu causer, et pourtant, on sait dans quel monde on vit aujourd'hui. Alors évidemment, depuis toutes ces bombes atomiques, tout ça, Nagasaki et Hiroshima, il n'y a pas eu d'autres bombes atomiques sur le monde, enfin du moins balancées sur la population, mais on sait qu'on est toujours sous une forme de menace. Et franchement, je suis ressorti de là bluffé sur pas mal de points, parce que Nolan, avec ce film, fait preuve d'une maîtrise quasi absolue, selon moi. Il tente autre chose par rapport à ses œuvres précédentes, même si on ressent des fois ses obsessions, certaines techniques cinématographiques, bien sûr. Bon, je ne vais pas y rentrer dans les détails là-dessus, mais oui, peut-être même on y verrait des clins d'œil sur certains de ses films précédents, comme Interstellar, quand on parle d'un trou noir, parce que forcément, tout ça est en lien. Physique quantique, quoi. Le Prestige, sur certains points de vue comme ça, forcément, là, on ne sait pas trop où on va, qui nous offre la vraie vérité, mais derrière, on sait très vite que c'est pas le plus important, et c'est surtout un film très sensoriel, j'ai envie de dire, parfois un peu expérimental pour faire comprendre le génie, la vision d'Oppenheimer, mais surtout basé donc sur les émotions et forcément tout ce que ça va générer par rapport à l'avancée donc des travaux et ce qui va se passer. Bon, c'est ça qui est très fort avec ce film. Et tout ceci est porté par des prestations très extraordinaires, je pèse mes mots, de certains acteurs, certaines actrices. Je vais pas forcément détailler tout le monde. Cillian Murphy, il est parfait là, vraiment. On voit qu'il a travaillé le rôle, on sent des fois la certitude du génie, ses convictions, même parfois un côté idéaliste, mais conscient des enjeux, et aussi une culpabilité qui va s'installer dans la deuxième partie,
Visuellement d'ailleurs, bon, je donnerai peut-être 2-3 détails, mais c'est extraordinaire ce que Nolan a fait dessus, sur comment on fait monter des démons, hein, si on veut. Et alors Robert Downey Jr., il y a des moments de fulgurance, je l'avais pas vu aussi bon depuis très longtemps. Alors, attention, hein, c'est pas que Iron Man, hein, c'est pas que les derniers rôles qu'il a eu ces dernières années, mais là, il revient vraiment à l'acting pur, et il donne à son personnage un cachet particulier. On voit ce politicien arriviste qui n'a pas digéré la gloire qu'Oppenheimer a vécue, malgré lui en plus, et qui essaye, voilà, en utilisant le macartisme, de se mettre en avant pour avoir une sorte de position, quoi. Mais restons vagues. De toute façon, le film n'est pas forcément très précis non plus. Il faut lire un peu l'historique pour comprendre plus, mais c'est pas ça le plus important. Si vous voulez d'ailleurs beaucoup de choses précises sur certains points, forcément le film en fait l'économie par moment, mais ce n'est pas une leçon d'histoire qu'on nous fait ici, quoique c'est une leçon d'espoir et de méfiance aussi. Peut-être que Nolan veut lancer à l'humanité. C'est une leçon psychologique surtout, et bien sûr, tout ceci va être mis en lien avec pas mal de choses, notamment par rapport au bouquin qui mettait le concept de Prométhée, Prometheus, au centre du sujet. C'est ça, hein. Oppenheimer, c'est le Prométhée américain, avec sa création, potentiellement un nouveau monde entre les mains avec cette bombe, mais il va aussi voir celle-ci lui échapper. Et pourtant c'était évident, mais c'est terrible d'ailleurs de voir ces scientifiques travailler là-dessus, et presque être contents de ce qui va se passer, et pourtant... Hein. Et derrière, ouais, après, une fois qu'ils ont réussi, c'est l'armée américaine et les États-Unis au sens large qui va prendre possession des choses. Et évidemment, il y a beaucoup de discussions. Moi, j'ai trouvé certains dialogues très justes, d'autres peut-être dispensables, mais peu importe, ce n'est qu'un premier visionnage. Je n'ai pas vu le temps passer sur 3 heures. Franchement, à part un moment où je me suis vite fait assoupi, mais ça c'est moi. Je suis un peu fatigué, mais j'ai rien raté. Hein. C'est d'une certaine fluidité assez extraordinaire. J'ai vu certaines réactions comme quoi ce serait classique. Oui et non. C'est pas classique pour du Nolan déjà, donc c'est intéressant. Mais même derrière cette forme de classicisme, même si ça veut pas dire grand chose, je trouve qu'il y a une maîtrise de la narration et du rythme qui est assez brillante. Tant et si bien que c'est très complexe. Il y a énormément de personnages souvent. Voilà. Et puis même, tu vois des acteurs que tu reconnais, elle dit mais il est juste venu faire coucou comme ça. Par exemple, tu as Tony Goldwyn, tiens, bon, quand même un acteur que je sais plus dans quel film, mais voilà, Matthew Modine, etc. Même Rami Malek qui débarque à un moment, mais qu'est-ce qui, oui, ok, bon, pourquoi pas, mais peu importe, parce que on voit que c'est j'allais dire, ouais, c'est une sorte de nid de guêpe si on veut. Il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de gens qui travaillent sur ces projets, et peu importe en fait qui fait quoi. Tu vois justement cette psychologie américaine qui se met en place et comment justement ce pays, hein, qu'on connaît bien, a réussi ou non à faire la transition post-bombe atomique. Et c'est là que ça devient un film politique, et au-delà même du côté historique, parce que évidemment projet Manhattan, tout cela, voir après donc qu'une fois que techniquement cette bombe atomique lancée au Japon mettrait fin à toute guerre, c'est ce que pense Oppenheimer, mais non, la course à l'armement est lancée derrière, c'est le pire. Et on n'est pas passé loin de la catastrophe, hein. Par exemple la crise des missiles à Cuba, mais bon, ça c'est pas mentionné, mais on le sait. Et on voit qu'à l'époque, l'optimisme n'était pas garanti. Maintenant, quand on voit l'état du monde, on se dit, attention, il faut rester sur nos gardes. Et je pense que ce métrage, il tombe à point nommé. Et après, évidemment, Nolan ici convoque beaucoup de choses, beaucoup de styles, je le disais. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est le western. Moi, j'ai beaucoup aimé, en plus, pour raconter l'Amérique et ce qui se passe. Bon, méfiance envers les communistes, la guerre, et puis attention, plus tard, les Russes, bah oui, forcément, hein, communisme russe. On voit que les Américains, limite, sont plus fascinés négativement envers les communistes que les fascistes. C'est très juste, à un moment, il y a cette guerre en Espagne, hein, le fascisme qui monte là-bas, et on va plus se méfier des communistes qui aideraient les rebelles, les révolutionnaires espagnols. C'est quand même paradoxal quand on y pense, mais c'est le cas. Ici, c'est mentionné presque subtilement au début. Je dis presque parce que c'est quand même direct. Donc il y a ça, voilà, face à l'Amérique, il y a l'humanité qui est questionnée, mais l'Amérique, et donc le western, c'est brillant, parce que tout ce projet Manhattan va avoir lieu donc au Nouveau-Mexique, attention, hein, Los Alamos, qui est un ancien territoire indien, c'est précisé, et à certains moments, voilà, il y a des postures westerniennes. Je ne sais pas si John Ford n'est pas convoqué à un moment sur un plan où il regarde à travers un cadre, la fenêtre, un paysage, possible. Mais c'est le shérif de Los Alamos, Oppenheimer. Et des fois même, il arrive avec son chapeau haut de forme, bon, pas de cow-boy, mais
voilà, petit côté western crépusculaire à la impitoyable de Eastwood, par exemple, j'ai ça qui me vient en tête. Et tu le sens, là, l'idée que justement, on se remet dans cet endroit où l'Amérique s'est construite, où il y a eu des conflits, pour créer, générer quelque chose qui va forcément, sur le papier, qui est censé calmer les conflits, mais qui risque de générer d'autres choses bien néfastes par la suite. Et puis, évidemment, la course, derrière, à celui qui aura le pouvoir et la puissance. Prométhée américain, Oppenheimer, oui, mais tous les politiques derrière, ils veulent vraiment récupérer tout cela. Les militaires d'abord, les politiques après. Et une scène terrible avec le président américain à la fin, bon, j'en dis rien, mais ça veut... Qui a du sang sur les mains? C'est la vraie question aussi du film. Et bien sûr, les moments plus ou moins expérimentaux, moi c'est ça qui m'a marqué aussi, autour du personnage d'Oppenheimer, et c'est fait avec parcimonie. Il n'y en a pas énormément, il y en a, mais à chaque fois c'est nécessaire. Alors, au début, pour montrer son génie, on voit comment il s'imagine le monde des particules quantiques, etc. Et là, je pense qu'il y a eu des caméras miniatures qui ont été... enfin, truc de labo, Nolan il a dû demander à des scientifiques de faire ça. C'est pas du CGI, je pense que c'est du microscopique. Donc il y a ça. Et puis une fois que la bombe explose, parce que oui, il y a l'essai de la bombe, je crois que c'est le truc Trinity, l'essai Trinity, on va appeler ça comme ça. Désolé de l'inexactitude. Donc, où Nolan ferait vraiment pour péter en vrai une bombe atomique, bon, on voit l'explosion en IMAX, c'est parfait, évidemment. Silence sur ce moment-là. Et après cela, Oppenheimer va avoir tous ces démons qui vont remonter, donc cet instant où il est adulé, à un moment il fait un discours, il est adulé, mais très vite il a la vision de ce que les gens ont pu subir à Hiroshima, ou ce que les gens subiraient si cette bombe était relancée encore. Donc il y a cette terrible dualité, d'ailleurs le film joue beaucoup sur la dualité, il y a beaucoup de choses, fusion-fission aussi, fusion-fusion, mais beaucoup de choses comme ça qui fonctionnent par paire, notamment d'où les deux points de vue, noir et blanc, couleur, etc. Et il y a ça, et puis en plus mise en parallèle à ses démons personnels, puisque il a trompé son épouse, enfin, il a connu une femme qu'il a revue après, cette femme, donc sa maîtresse, jouée par Florence Pugh, qui, on comprend très vite ce qui lui arrive, quoi. Bon, je vais pas aller dans les détails, mais du coup, là, il porte une responsabilité. Et en cela, d'ailleurs, Paul Schrader, qui a beaucoup aimé le film, a raison, je pense, parce que... oui, on voit un peu les obsessions schroederiennes quelque part, mais Bresson, on y pense, avec ce côté culpabilité, recherche de rédemption vers la fin. L'homme face à ce qui lui a échappé, et il essaye du coup de vivre avec cela, ce fardeau, mais d'aller de l'avant quand même. Et plein de choses qu'on pourrait dire, mais bon, je vais rester ici vague, et peut-être y revenir un jour, avec d'autres personnes, le temps de live ou d'autres conversations, parce que ça c'est très riche, et en impro ciné-critique, je ne suis finalement là que pour donner mon avis. Analyse oui, mais je suis forcément restreint, et encore trop sous le choc. Et puis bon, des petits bémols peut-être, le personnage de l'épouse, mais à la fin, quand même, on voit son côté combattante, elle veut que son mari se batte. Bon, on voit aussi qu'elle commence à sombrer dans l'alcool. Bon, je crois que la dame en vrai en est morte plus tard. Et on voit qu'à la fin, c'est elle qui a quand même un peu le dernier mot aussi. Dans les témoignages de ce simulacre de procès, qui n'est pas un procès, qui est une commission en off, donc il peut vraiment même pas se défendre, c'est horrible, voilà, c'est la chasse aux sorcières, quoi. Mais bon. Donc c'est un film très prenant, très riche, chargé, oui, en émotion, en psychologie surtout. Donc oubliez, lâchez prise sur les trucs techniques et tout. Oui, il y a beaucoup de personnages, et oui, ouais, c'est ça, c'est vrai qu'à un moment, mais il y a beaucoup d'enjeux aussi, on construit et déconstruit certaines choses. L'Amérique en prend pour son grade, mais en même temps, on réfléchit dessus, et par extension, l'humanité, ce qui suivra, donc la guerre froide, tout est lancé là. Et puis voilà, c'est quand même peut-être l'un des meilleurs films de Christopher Nolan, vraiment, je pèse mes mots parce qu'il y en a certains que j'adore. Commencer par Inception, rien à voir avec Inception ici d'ailleurs, si ce n'est un moment, rapport avec le deuil, bon ouais, mais ça m'a fait penser à ça, mais je vais pas rentrer dans les détails ici. C'est vraiment quelque chose d'assez intense à vivre en salle, si possible en IMAX, sur grand écran, avec les techniques possibles, parce que ouais, il va marquer l'année 2023, c'est sûr, et la filmographie de Nolan, pour son premier film chez Universal, bravo. Et puis, aussi bravo le fait que ce soit assez fluide dans l'écriture, il est seul au scénario, comme quoi il peut aussi faire des très bons films sans son frère. Ça, c'est bien, parce que je sais que certaines personnes le lui reprochaient quand il n'est pas avec son frère et tout, mais là, oui, ça marche. Ça va en désarçonner plus d'un, mais alors, laissez-vous pénétrer par la richesse du propos et par le message qui est passé donc au-delà de cette époque au monde. Voilà, je pense que sur la psychologie et l'humain, ce film est très important.
Et la musique de Ludwig Göransson, à un moment, bon, elle te pète les oreilles, mais franchement, il est bien, ce compositeur aussi. Je la réécouterai avec plaisir sur Spotify. Bref, à vous la parole dans les commentaires. Je sais que cette vidéo va être trop longue et un peu trop le bazar. J'aurais aimé approfondir certaines choses un peu plus, mais je pense que ça nécessite une certaine attente. J'ai la conscience ici qu'une impro cinécritique, c'est très restrictif sur ce genre de film-là, mais c'est pas grave. On en discute en commentaire, hein. Le débat peut s'ouvrir et se perpétuer comme ça, paf, ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine, ciao.